Bonjour. Ce travail a pour titre une analyse réflexive de ma pratique professionnelle. C'est notre deuxième travail évaluatif et se dérive aussi de notre première évaluation. Pour commencer, j'aimerais parler un peu de mon expérience professionnelle et de mon contexte d'enseignement. Moi, je m'embarque dans l'enseignement de l'anglais comme langue seconde, ainsi que maîtrise des sciences en sciences de l'éducation. J'ai obtenu mes diplômes dans mon pays d'origine. Je suis cubaine. Actuellement, je travaille au Collège Mont-Royal. C'est une école privée à l'est de Montréal. J'ai travaillé là-bas comme enseignant d'anglais. J'ai donné aussi des cours d'éthique. L'enseignement d'anglais, c'était surtout en secondaire 5. Le Collège Mont-Royal a été mon unique expérience ici au Québec. À Cuba, par contre, j'ai travaillé dans différents milieux de travail, en secondaire, dans l'enseignement des adultes, à l'université, mais je n'ai pas reçu de formation précise sur comment travailler, comment enseigner à des élèves avec des besoins spécifiques. Là-bas, il y a un système d'éducation spéciale qui s'occupe de tous les enfants souffrant de déficits mentaux ou physiques, avec des objectifs de prévention et d'aide d'intégration. Pour les élèves qui présentent une difficulté mais qui restent quand même dans les écoles régulières, les enseignants en coopération avec les spécialistes qui travaillent dans chaque école suivent les consignes d'intervention établies par ces derniers. Tout ça, c'est un peu pour vous expliquer pourquoi il y a un manque de préparation et de formation par rapport à ces sujets dans notre formation initiale. Et pendant mon expérience québécoise ici, j'ai eu dans une classe d'anglais régulier un élève dyslexique et 2 élèves avec des troubles d'attention. Les premiers avaient un ordinateur à sa disposition fourni par l'école et les droits au tir de temps pour les examens. Et l'autre avait les droits à des écouteurs pour les aider à se concentrer pendant les activités évaluatives, surtout, et aussi le tir de temps. Ces mesures étaient déjà établies et quand je suis arrivée, c'était le résultat d'un diagnostic établi par les spécialistes impliqués. Les 2 difficultés qui ont été retenues de notre premier travail, c'était les TDAH et la dyslexie. On va commencer à parler sur les interventions faites pour les élèves qui souffrent d'un TDAH. Et moi, j'ai continué avec l'utilisation d'auteurs de temps pour les examens. J'ai établi des consignes plus simples pour ces élèves, de préparer des activités motivantes pour les aider à concentrer. J'ai essayé d'améliorer la collaboration, la communication entre parents et enseignants, de simplifier, d'alléger leurs devoirs et de montrer tout le temps la patience et de la compréhension envers ces difficultés. Concernant les forces à identifier quant aux interventions mises en place, je pourrais dire que malgré l'absence de préparation et formation que j'en ai pour développer dites interventions, j'ai considéré que les élèves ont apprécié vraiment les gestes, l'application et se sont montrés moins fermés et plus réceptifs à l'acquisition des compétences et des connaissances de la discipline anglais langue seconde. Et la communication entre les familles impliquées et l'école s'était considérablement améliorée et des autres enseignants aussi ont fait preuve de plus de patience et de compréhension. Par rapport à les difficultés ou les limites éprouvées dans le cadre de cette intervention, j'ai constaté qu'il existe un manque de connaissances sur les sujets et moi je suis d'accord de ça. Et il y a une nécessité vraiment très croissante d'actualiser ces connaissances. Je vais mentionner aussi les difficultés d'accès aux ressources d'intervention et je crois qu'il est insuffisant par rapport à tout ce qu'on a besoin de faire avec ces élèves. Et dernier, mais pas moins important, la nécessité de soutenir les parents de ce genre. Concernant les pistes d'amélioration envisagées, j'ai choisi la préparation de l'enseignant.
car je crois que son efficacité, sa préparation à gérer des situations imprévues peuvent être précieuses à expliquer, à corroborer les succès ou l'insuccès de certains programmes de prévention. Une autre chose, c'est la mobilisation de tous les intervenants impliqués pour favoriser une compréhension commune des problèmes. Tous les programmes centrés sur les jeunes à l'école incluent l'apprentissage d'habiletés personnelles et sociales. Ce sera quelque chose vraiment à améliorer, à perfectionner. Et pour finir, l'amélioration des compétences parentales à cette heure, à la suite d'une participation à un programme de prévention pour aider à conduire des interventions éducatives plus efficaces auprès de l'enfant ciblé. Par rapport aux répertoires des interventions différenciées pertinentes suggérées, j'ai commencé par l'adaptation de la tâche demandée. C'est important qu'on soit flexible, qu'on fasse de la souplesse pour la tâche qu'on demande à ses élèves. Par exemple, réduire la quantité de matériel présenté, encadrer l'élève au début de la réalisation des consignes, l'utilisation de marqueurs visuels pour mettre en évidence les informations plus relevantes et essayer de réduire la répétitivité des tâches, de réduire aussi les travaux écrits, les quantités de devoirs. Dans les devoirs, essayer de donner moins de questions à répondre. Et quand on demande d'écrire la bonne réponse, qu'il soit plus concret pour cette réponse-là. Permettre aux élèves de dicter des travaux, soit les parents ou aux amis qui peuvent l'aider. Et quand on a la présence d'un ordinateur, ça fait la tâche plus facile pour les enseignants et pour l'élève. Et enseigner des trucs pour la prise de notes. Par exemple, des abréviatures, des petits symboles pour les aider à reconnaître l'information. Concernant l'adaptation des explications comme une intervention pertinente, c'est important de clarifier depuis les commences dans le début de la leçon. C'est important que ce soit très très clair pour elle, ou pour lui, là, depuis le début du cours. Donner les plans de la leçon, fournir des modèles, mettre l'accent sur les éléments essentiels, sur les plus importants qui vont aider à faire l'analyse des matériels, à faire la compréhension plus facile. Et ne pas donner trop de détails lors de l'explication, essayer d'être le plus concret possible. Changer les tons quand on fait des explications. Pour la partie plus importante, essayer de changer les tons pour qu'ils se rendent compte de la partie plus importante à retenir. Faire des pauses, utiliser des supports visuels, soit les tableaux réguliers, soit des présentations, des maps conceptuelles. Les écoles qui ont les tableaux interactifs, c'est vraiment un bon outil à utiliser. Et en tout temps, questionner l'élève pour l'aider à identifier les informations les plus importantes, surtout les informations qu'il a été capable de prendre. Par rapport à l'adaptation du matériel, je suggère d'augmenter la taille de la police si c'est possible et utiliser l'interligne aussi pour que ça soit plus visible pour eux. Dès possible aussi, on peut plier la tâche d'un travail pour utiliser de cacher l'enfant qu'il utilise juste une partie et que ce soit plus accessible pour les élèves. L'utilisation aussi des illustrations et des graphiques qui peuvent aider à la compréhension du texte, ainsi que l'utilisation du matériel qui ne soit pas trop chargé, qui soit bien organisé par rapport au plan visuel, et toujours simplifier la présentation. Et essayer aussi d'éliminer les éléments visuels qui soient attirants, colorés peut-être, mais pas pertinents. La différenciation des situations d'évaluation, c'est un aspect très important parce que souvent on donne les examens pareils à tous les élèves. On pourrait faire un petit changement pour les aider à mieux réussir
des examens. On continue avec le tir de temps qui est établi par le ministère. On permet des pauses aux besoins et on peut administrer l'examen sur plusieurs périodes, sur plusieurs jours. Ça, c'est plutôt par rapport au jugement de l'enseignant. On peut permettre d'écrire sur la copie de l'examen si ça peut les aider. Augmenter la grosseur des cartes de réponse. Essayer aussi de donner les examens en matière quand ils sont plus en forme. Relire au besoin les directives. Simplifier les langages des directives. On continue, on fait vraiment on fait emphasis dans la simplification des consignes, des langages. On parle aussi de permettre l'utilisation d'un traitement de texte ou de l'ordinateur et de fournir un dictionnaire, un lexique ou un logiciel de correction numérique. Pour soutenir les parents, et ça c'est très important, il faut vraiment aider les familles qui ont des élèves ou des enfants qui ont des difficultés d'apprentissage, un trouble de tension, peu importe les problèmes. C'est important de proposer des stratégies d'encadrement et de soutien à l'enfant. Puis, à la maison, on maintient un climat familial harmonieux. Les parents ont besoin d'être informés, soutenus, préparés, aussi encouragés et guidés. L'opportunité d'échanger avec d'autres parents qui vivent les mêmes difficultés, ça sera très, très intéressant pour eux, pour les rassurer, pour leur donner l'espoir. Dans les cas particuliers de l'autocontrôle de l'élève, je pense que c'est important d'être opportune dans nos pratiques. Apporter de l'aide à un moment opportun, restructurer l'activité, restreindre l'espace, limiter l'usage du matériel. Au moment de détresse de l'élève, calmer l'élève et manifester de l'affection, de la compréhension en se rapprochant de lui. Et s'il y a des changements, essayer d'avertir à l'avance pour préparer